Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux auteurs de fusillades dans les écoles lorsqu'ils sont incarcérés? Certains, comme John Romano, sont agressés. D'autres, comme Nicholas Cruz, doivent faire face à la colère des familles des victimes. Voici les 20 destins les plus tragiques des auteurs de fusillades dans les écoles incarcérées. Le dernier vous choquera. Brenda Ann Spencer. Le 29 janvier 1979, Brenda Ann Spencer, âgée de 16 ans, a marqué un tournant dans la sécurité des écoles américaines. Depuis la fenêtre de sa maison, située en face de l'école primaire Cleveland à San Diego, en Californie, elle a ouvert le feu. L'événement a coûté la vie au directeur et au concierge de l'école, et plusieurs enfants ainsi qu'un policier ont été touchés. Spencer avait reçu l'arme en cadeau de Noël un mois seulement avant. Les conseillers en santé mentale avaient pourtant averti son père de l'état psychologique fragile de sa fille, mais il avait choisi de lui offrir ce cadeau. Après avoir été jugée comme une adulte, Brenda Spencer a été condamnée à une peine de 25 ans à perpétuité. En 2025, elle est toujours incarcérée à la California Institution for Women et s'est vue refuser la libération conditionnelle à plusieurs reprises depuis 1993. Sa prochaine audience est prévue en 2029, mais ses déclarations passées continuent de peser sur ses chances. En prison, elle a été diagnostiquée épileptique et dépressive et travaille dans la réparation d'appareils électroniques, menant une vie discrète par rapport à des cas plus récents. Le cas de Spencer était un signe avant-coureur, mais il faudra attendre près de 20 ans avant qu'un autre événement du même genre n'émerge aux États-Unis. Mitchell Johnson. Le 24 mars 1998, Mitchell Johnson, 13 ans, et Andrew Golden, 11 ans, ont commis une fusillade choquante à l'école Westside Middle School de Jonesboro, dans l'Arkansas, tuant 4 élèves et un enseignant. Une enfance difficile a façonné le parcours de Johnson jusqu'à ce jour. Il a été exposé à la culture de la rue et à des influences néfastes, et a été ballotté entre différents foyers et tuteurs, ce qui a entraîné de graves problèmes émotionnels et comportementaux. Au cours des dépositions judiciaires qui ont suivi, Johnson a maintenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer des blessures mortelles, affirmant que la plupart de ses tirs visaient délibérément au-dessus de la tête des victimes. Johnson et Golden ont tous deux été jugés par le système judiciaire pour mineurs. Johnson a purgé environ 7 ans dans des centres de détention pour mineurs avant d'être libéré en 2005, à l'âge de 21 ans. Cependant, sa réinsertion dans la société s'est avérée problématique puisqu'il a été arrêté en 2007 pour possession d'une arme à feu en présence de substances contrôlées, puis à nouveau en 2008 alors qu'il était en liberté sous caution. Les peines prononcées à l'encontre de Johnson et Golden ont ensuite été comparées à des cas comme celui de John Romano qui, bien que plus âgé, a purgé une peine plus longue mais a trouvé le chemin de la rédemption. John Romano. Le 9 février 2004 a marqué un tournant dans la vie de John Romano, alors âgé de 16 ans, lorsqu'il est entré armé dans le lycée Columbia High School d'East Greenbush dans l'état de New York. Son histoire allait finalement devenir l'une des transformations les plus remarquables parmi les auteurs de violences scolaires. Les racines de ces actes remontent à un traumatisme profond vécu dans son enfance et resté caché pendant des années. Ce jour-là, il avait apporté des lettres d'adieu, pensant mettre fin à ses jours plutôt que de causer davantage de mal. Il a agi sous l'effet d'une grande douleur intérieure et d'une colère envers le monde. Romano a purgé 16 ans de prison et a été libéré en 2020. Sa plus grave sanction durant sa détention a été un isolement temporaire. Contrairement à beaucoup d'autres auteurs de drames scolaires, Romano a changé. Il s'exprime désormais sur TikTok au sujet de la sécurité des armes à feu et de la santé mentale, afin d'aider les autres à ne pas répéter son parcours. En 2022, il a traversé une nouvelle épreuve personnelle qui a bouleversé sa vie, nécessitant de lourds soins médicaux. Malgré cela, il poursuit son engagement et continue de partager son expérience pour sensibiliser et inspirer. Nicholas Cruz. Le jour de la Saint-Valentin 2018, Nicholas Cruz, âgé de 19 ans, a commis une fusillade horrible au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, tuant 17 personnes, 14 élèves et 3 membres du personnel et en blessant 17 autres. Au lieu d'être jugé, Cruz a plaidé coupable de toutes les accusations. Cela lui a évité la peine de mort, mais il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son audience de détermination de la peine a également donné aux familles des victimes l'occasion de le confronter directement, de partager leur chagrin, leur colère et la profonde douleur que ces actes ont laissé derrière eux. Elles ont également clairement indiqué qu'elles voulaient s'assurer qu'il ne soit jamais oublié, pardonné ou autorisé à trouver la paix pendant son incarcération. Alors qu'il attendait son procès à la prison du comté de Broward, Cruz a attaqué un agent pénitentiaire et l'a brièvement maîtrisé. Cette agression lui a valu 26 années supplémentaires à sa peine d'emprisonnement à perpétuité. Son comportement violent en prison a conduit à un refus permanent de libération conditionnelle et a contraint les autorités à renforcer la sécurité pour protéger les autres détenus. Alors que Cruz reste une menace derrière les barreaux, le parcours d'Andrew Golden après sa détention pour mineurs a été très différent. Andrew Golden. Andrew Golden n'avait que 11 ans lorsqu'il a participé à la fusillade de la Westside Middle School, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes auteurs de fusillades de masse de l'histoire des États-Unis. Son âge a soulevé des questions difficiles sur la manière de traiter ces jeunes délinquants dans le système judiciaire. Des années plus tard, lors de dépositions judiciaires, Golden a montré un manque troublant d'émotion ou de remords. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait choisi ses victimes, il a répondu d'un ton froid et neutre qui révélait un décalage inquiétant par rapport à la violence qu'il avait commise. Ce qui rendait la fusillade encore plus troublante, c'est que Golden connaissait personnellement plusieurs des enfants qu'il avait tués. Lorsqu'on lui a demandé si l'un d'entre eux l'avait maltraité ou lui avait donné une raison de les prendre pour cible, il a admis qu'aucun d'entre eux n'avait jamais été méchant avec lui.
Selon le témoignage de Mitchell Johnson, Andrew Golden était le cerveau de l'opération. Golden a passé environ 9 ans en détention pour mineurs et a été libéré en 2007 à l'âge de 21 ans. Après cela, il a essayé de prendre un nouveau départ, allant même jusqu'à demander un permis de port d'armes dissimulé sous le nom de Drew Douglas Grant afin de cacher son passé. Mais en 2019, sa vie s'est terminée brutalement dans un accident de voiture à l'âge de 32 ans. Sa mort a laissé des questions sans réponse quant à savoir si le système l'avait vraiment réhabilité ou s'il représentait toujours un danger pour les autres. Contrairement à Golden, qui a finalement été libéré, Kip Kinkel allait être jugé par la justice pour adultes et condamné à une peine qui le maintiendrait enfermé à perpétuité. Kip Kinkel. Les 20 et 21 mai 1998, Kip Kinkel, âgé de 15 ans, a commis un acte de violence extrême motivé par une maladie mentale non traitée. Il a d'abord tué ses parents à leur domicile de Springfield, dans l'Oregon, puis s'est rendu au lycée Thurston où il a ouvert le feu dans la cafétéria, tuant 2 élèves et en blessant 25 autres. Les images filmées par la caméra corporelle d'un policier lors de son arrestation montrent un adolescent confus et en détresse, clairement en pleine crise de santé mentale grave. Lors de la visite de l'école par la police quelques heures après la fusillade, Kinkel a affirmé ne se souvenir de rien. Kip Kinkel a plaidé coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre, et a été condamné à 112 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Son affaire a créé un précédent juridique majeur dans la manière dont le système judiciaire traite les mineurs qui commettent des crimes extrêmement violents. Après sa condamnation, Kinkel a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque, et des années plus tard, ses avocats ont fait valoir que la peine était cruelle et inhabituelle pour un mineur, surtout compte tenu de son diagnostic. Cependant, en 2020, la Cour suprême de l'Oregon a confirmé la peine, estimant que la gravité de ses crimes la justifiait. Purgeant actuellement sa peine à l'établissement correctionnel de l'État de l'Oregon, l'affaire Kinkel reste au centre de l'attention des experts en santé mentale et en droit qui étudient le lien entre la maladie mentale et la violence chez les jeunes. Alors que Kinkel a été diagnostiqué comme souffrant d'une maladie mentale après sa condamnation, les problèmes de santé mentale de Dimitrios Pagourtzis ont empêché son affaire d'être jugée. Dimitrios Pagourtzis. Le 18 mai 2018, Dimitrios Pagourtzis, âgé de 17 ans, a été impliqué dans un incident au lycée Santa Fe High School au Texas, qui a profondément marqué la communauté. L'événement a laissé de nombreuses personnes affectées et a déclenché un long processus institutionnel encore en cours. Pagourtzis avait tenu un journal où il partageait ses pensées et ses intentions. Finalement, il a choisi de se présenter aux autorités, ouvrant la voie à une procédure judiciaire complexe. En 2019, des experts médicaux ont conclu qu'il n'était pas en mesure de participer à un procès en raison de difficultés psychologiques importantes. Depuis, il est pris en charge dans un établissement spécialisé où des soins sont apportés pour améliorer son état. Ce suivi peut durer longtemps, parfois sans certitude de résultat. Cette situation reste difficile pour les familles concernées, qui attendent toujours de savoir si un procès aura lieu. Le cas de Pagourtzis illustre les défis posés par la prise en charge de situations sensibles impliquant la santé mentale. Ethan Crumbley. Le 30 novembre 2021, Ethan Crumbley, âgé de 15 ans, a commis une fusillade préméditée à l'Oxford High School, dans le Michigan, tuant 4 élèves et en blessant 7 autres. Pour la première fois aux États-Unis, les parents du coupable ont été tenus pénalement responsables d'une fusillade dans une école. Crumbley a utilisé un pistolet que son père avait acheté quelques jours auparavant. Les procureurs ont déclaré que cette tragédie aurait pu être évitée si ses parents avaient réagi aux signes avant-coureurs et appliqué les règles de sécurité relatives aux armes à feu. Une vidéo montre la mère de Crumbley en train de s'opposer vivement à lui. D'autres images révèlent le choc et l'incrédulité de la famille, la mère exprimant sa détresse face au manque apparent de remords de son fils pour ses actes et leurs conséquences. En 2023, Ethan Crumbley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'autres chefs d'accusation. Son affaire a marqué l'histoire non seulement en raison du crime, mais aussi parce que ses parents ont également été accusés d'homicide involontaire. C'était la première fois que des parents étaient tenus pénalement responsables d'une fusillade dans une école. Les procureurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas mis l'arme sous clé, qu'ils avaient ignoré les signes avant-coureurs et qu'ils avaient laissé la tragédie se produire. Crumbley est actuellement détenu en détention préventive à la prison d'Oaks, dans le Michigan, en raison de son âge et de la notoriété de son affaire. Il a fait appel en avril 2024, mais les experts estiment que ses chances de succès sont minces. Le tireur suivant a toutefois connu un sort différent. Devon Erickson. Le 7 mai 2019, la terreur et la tragédie ont frappé la STEM School Highlands Ranch dans le Colorado lorsque Devon Erickson, âgé de 18 ans, s'est associé à Alec McKinney, âgé de 16 ans, pour commettre une fusillade qui a coûté la vie à un élève et blessé 8 autres. Dès le début, Erickson a affirmé avoir été contraint de participer à la fusillade. Il a déclaré que McKinney avait menacé sa vie et celle de sa famille, ne lui laissant d'autre choix que de se plier au plan, même s'il ne le souhaitait pas. Bien qu'il ait affirmé avoir été contraint par McKinney à participer à la fusillade, Devon Erickson a été reconnu coupable en septembre 2021 de meurtre au premier degré et de 46 autres chefs d'accusation. Le jury a rejeté sa défense, estimant qu'il avait agi de son plein gré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et est actuellement détenu dans une prison du Colorado dont l'emplacement n'a pas été divulgué pour des raisons de sécurité. Alors qu'Erickson a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, son présumé manipulateur, Alec McKinney, a bénéficié d'une peine très différente en raison de son statut de mineur. Alec McKinney. Alec McKinney, âgé de 16 ans, a joué un rôle clé dans la fusillade du 7 mai 2019 à la STEM School Highlands Ranch, en collaboration avec Devon Erickson, âgé de 18 ans. Ils ont tué un élève et en ont blessé 8 autres.
Lors des interrogatoires de police, McKinney a fourni des informations détaillées sur le plan et le rôle d'Erickson, montrant à quel point l'attaque avait été soigneusement coordonnée. Plus important encore, McKinney a affirmé posséder des preuves vidéo montrant qu'il avait contraint et manipulé Erickson pour qu'il participe à la fusillade. Alec McKinney a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation, dont celui de meurtre, et a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Comme il était mineur à l'époque, sa peine a été plus légère que celle de son complice. Il est actuellement détenu dans un établissement du Colorado, mais les détails sont confidentiels en raison des mesures de protection des mineurs. McKinney pourrait être éligible à la libération conditionnelle vers 2039, en fonction de ses progrès, de son comportement et de ses signes de remords sincères. Contrairement à McKinney, le destin tragique de Jesse Osborne était scellé. Jesse Osborne. Le 28 septembre 2016, Jesse Osborne, âgé de 14 ans, a ouvert le feu à l'école primaire Townville en Caroline du Sud, tuant un enfant de 6 ans et blessant 3 autres enfants. Avant l'attaque, il avait déjà tué son père à la maison. Les enquêteurs ont révélé par la suite qu'il avait espéré tuer 30 enfants avant d'être arrêté par le personnel courageux et la police. Lors du prononcé de la sentence, Osborne a montré ce qui semblait être un remords sincère et a demandé de l'aide plutôt qu'une punition, reconnaissant son besoin de suivre un traitement psychiatrique. Malgré les remords apparents d'Osborne et son appel émouvant à bénéficier d'une réinsertion et d'un traitement psychologique, le tribunal lui a infligé la peine la plus sévère prévue par la loi pour quelqu'un de son âge. Jesse Osborne a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué l'élève, plus 30 ans supplémentaires pour avoir tué son père. Il passera le reste de sa vie en prison. Actuellement détenu dans un établissement non divulgué de Caroline du Sud, son cas soulève des questions difficiles sur la justice pour mineurs, à savoir si les jeunes délinquants qui commettent des crimes horribles méritent une chance de se réhabiliter ou si certains actes sont trop graves pour que l'âge ait de l'importance. Le tireur suivant a également été condamné à la prison à vie, mais son comportement au tribunal n'aurait pas pu être plus différent. T.J. Lane. Le 27 février 2012, T.J. Lane, âgé de 17 ans, a ouvert le feu dans la cafétéria du lycée Chardon, tuant 3 élèves et en blessant 3 autres. La fusillade a choqué la communauté, mais le comportement froid et provocateur de Lane devant le tribunal a rendu la tragédie encore plus troublante. Il n'a montré aucun remords, souriant souvent et faisant des remarques cruelles aux familles des victimes. Lors de son jugement, il portait un t-shirt avec le mot « Killer ». Tueur, identique à celui qu'il portait lors de l'attaque, preuve supplémentaire de son manque d'empathie effrayant. Même lorsque les familles des victimes se sont présentées devant lui, il est resté indifférent. En 2013, T.J. Lane a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son plaidoyer de culpabilité lui a évité un procès, mais son absence de remords a choqué le public. Depuis lors, Lane a continué à se comporter de manière provocante en prison. En 2014, il s'est brièvement évadé avec 2 autres détenus avant d'être rapidement repris. Son comportement montre qu'il reste un risque sérieux pour la sécurité, sans aucun signe de changement ou de réinsertion. Il est actuellement détenu sous stricte surveillance à la Warren Correctional Institution, dans l'Ohio. Le comportement provocateur de Lane n'est rien comparé à la cruauté calculée dont a fait preuve Eric Harris à Columbine. Eric Harris. Le 20 avril 1999, Eric Harris et Dylan Klebold ont été impliqués dans un événement au lycée Columbine High School à Littleton, dans le Colorado. Cette journée a profondément marqué la mémoire collective et est restée comme un point de bascule dans la perception de la sécurité dans les écoles américaines. L'incident avait été préparé à l'avance et a eu des répercussions qui ont touché durablement les élèves, les familles et l'ensemble de la communauté éducative. De nombreux survivants ont souligné l'impact psychologique et émotionnel, parfois aggravé par la disparition de proches ou d'amis, ainsi que par le fait d'avoir été témoin direct de la situation. Par la suite, il a été établi qu'Eric Harris avait eu un rôle central dans l'organisation de cet événement. Lui et son camarade Dylan Klebold ont mis fin à leur jour sur place, laissant derrière eux une expérience qui a profondément influencé les réflexions autour de la jeunesse, du soutien psychologique et de la prévention en milieu scolaire. Dylan Klebold. Dylan Klebold joined Eric Harris in the Columbine shooting, forming one of the most closely studied duos in mass violence history. The shooting began outside, where they shot their first victim as she ate lunch. A surviving witness, now paralyzed, said the shooters mocked the girl as she lay wounded and taunted her about her faith. Dylan's mother, Sue Klebold, has spent years trying to understand how her son became involved. Sue Klebold later realized she had misunderstood her son Dylan, missing signs of his mental struggles and violent plans. Her public efforts now focus on helping other parents recognize warning signs. Sue also took his life at the scene and so did the next shooter. Seung-Hui Cho. Le 16 avril 2007, Seung-Hui Cho a été impliqué dans un événement dramatique à Virginia Tech, qui reste l'un des plus marquants de l'histoire scolaire aux États-Unis. L'incident s'est déroulé en plusieurs étapes et a eu un impact profond sur la communauté universitaire ainsi que sur le pays tout entier. Entre ces épisodes, Cho a envoyé à NBC News un colis contenant des vidéos et des écrits, dans lesquels il exposait sa vision du monde et son état d'esprit. Dans ces enregistrements, il se présentait comme une personne en conflit avec la société, rejetant sur elle la responsabilité de son parcours. Ses messages finaux cherchaient à donner un sens symbolique à son geste, en le présentant comme une sorte de sacrifice destiné à représenter d'autres personnes qu'il considérait comme marginalisées ou incomprises. Tout comme lui, la personne impliquée dans l'incident suivant a également laissé un message expliquant sa démarche. Steven Kazmierczak. Le 14 février 2008, Steven Kazmierczak a été impliqué dans un incident à l'université Northern Illinois, qui a profondément marqué la communauté. L'événement a surpris beaucoup de gens, car Kazmierczak semblait être une personne gentille et équilibrée.
Ses proches n'avaient remarqué aucun signe avant-coureur, ce qui rendait difficile de comprendre comment quelqu'un de confiance pouvait traverser une période de grande détresse. Dans les jours précédant l'incident, Kazmierczak avait envoyé à sa petite amie un dernier message rempli d'expressions d'affection et d'encouragement pour ses projets futurs, sans laisser transparaître sa détresse intérieure. Le cas de Steven Kazmierczak illustre combien il peut être complexe d'identifier des personnes en difficulté qui traversent un mal-être profond même lorsqu'elles semblent stables et sympathiques. Comme lui, certaines situations dramatiques laissent derrière elles des questions sur la prévention et le soutien psychologique nécessaire. Adam Lanza. Le 14 décembre 2012, Adam Lanza a été impliqué dans un événement dramatique à l'école primaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, qui a profondément touché la communauté locale et suscité une émotion nationale. Cet incident a mis en lumière des défis importants dans le suivi et le soutien psychologique, car Lanza avait montré depuis plusieurs années des signes de mal-être, mais n'avait reçu qu'un soutien limité. Son décès sur place n'a laissé aucune explication claire, ce qui a rendu difficile pour les familles de trouver un certain apaisement ou une conclusion. L'événement a déclenché un débat sur la santé mentale, la sécurité dans les écoles et les mesures de prévention, soulignant la nécessité de renforcer les systèmes de soutien et de protection pour les élèves. Même des années plus tard, la vulnérabilité des environnements scolaires reste un sujet de réflexion et d'attention. Salvador Ramos. Le 24 mai 2022, Salvador Ramos, âgé de 18 ans, a ouvert le feu à l'école primaire Rob à Uvalde, au Texas, tuant 21 personnes, 19 enfants et 2 adultes, 2 enseignants, et en blessant 17 autres avant d'être abattu par la police. Son attaque a suivi un schéma similaire à celui de Sandy Hook, montrant que les écoles restent vulnérables malgré des années d'efforts en matière de sécurité. La réaction de la police a suscité de vives critiques, les agents ayant attendu plus d'1 heure à l'extérieur, laissant l'attaque se poursuivre. La mort de Ramos n'a pas permis d'expliquer clairement ses actes, et cette tragédie a relancé le débat national sur la violence par arme à feu, la sécurité dans les écoles et les défaillances des services d'urgence. Si Ramos était un tireur adulte, le cas de Dedrick Owens, âgé de 6 ans, a encore plus choqué le monde entier. Dedrick Owens. Le 29 février 2000, Dedrick Owens, âgé de 6 ans, a apporté un pistolet à l'école primaire Buell à Flint, dans le Michigan, et a mortellement blessé un camarade de classe. En raison de son jeune âge, Owens n'a pas pu être poursuivi, les experts ayant convenu qu'il était trop jeune pour comprendre les conséquences de ses actes. Au lieu d'être inculpé, il a été placé en famille d'accueil. Cette affaire a attiré l'attention sur la responsabilité des adultes, le stockage des armes à feu et la manière dont un enfant a pu avoir accès à une arme à feu. Elle reste l'une des affaires les plus complexes de l'histoire de la justice pour mineurs. Du plus jeune tireur scolaire au plus récent, ces affaires couvrent plus de 2 décennies de tragédies américaines. La prochaine est... Nathalie Rupno. Le 16 décembre 2024, Nathalie Rupno a été impliquée dans un incident à l'école chrétienne Abundant Life Christian School de Madison, dans le Wisconsin, qui a profondément marqué la communauté scolaire. Cet événement illustre que la sécurité et le soutien psychologique dans les écoles demeurent des sujets sensibles, malgré des efforts continus au fil des décennies. Comme dans d'autres situations similaires, il a soulevé des questions importantes concernant l'accompagnement des jeunes en difficulté et les dispositifs de prévention et de soutien.